Salut à tous, c'est Flippies. On se retrouve pour l'émission lecture du mois de mars, avec quand même une jolie pile, dont je suis assez fier ce mois-ci, notamment pas mal de comics, alors que d'habitude c'est plutôt light à ce niveau-là, et il y a même un ouvrage technique, pratique on va dire, qui n'est ni un manga ni un comics, donc je vous propose de commencer tout de suite parce qu'il y a de quoi faire. Et on commence avec le 11e volume de Radiant chez Ankama par Tony Valente. Ce 11e tome commence donc un nouvel arc, termine un petit peu l'arc de transition on va dire qu'on avait eu dans le volume 10. Je l'attendais quand même pas mal, surtout que depuis j'ai pu rencontrer l'auteur à Angoulême. Il m'avait un petit peu parlé de 2-3 trucs, il m'avait même dessiné un nouveau personnage qui allait arriver dans ce volume. J'étais assez curieux, et donc un des nouveaux personnages c'est lui. Ce personnage qui est en fait un général inquisiteur, c'est-à-dire le même grade que Torque. C'est plutôt badass, et puis surtout il y a pas mal de nouveaux mystères qui commencent à nous être teasés. Je trouve que c'est vraiment très intéressant dans ce tome, et j'espère que l'arc va être à l'image de ce début justement d'arc, puisque Tony Valente lance pas mal d'indices et commence à pas mal exploiter son background, notamment via les membres du Coven. Vous savez, c'est un peu les sorciers qui sont les mages, les sorciers, comment dire, les vieux, voilà, les doyens, les plus puissants, les balèzes, comme le conseil des mages dans Fairy Tail, si vous voulez un équivalent. Et il y a ce... Donc ça, on savait pas trop qui c'était, il y avait le petit vieux avec son chaudron, dont on savait déjà qu'il en était, puisque c'était le premier qu'on rencontrait. Mais par contre, on savait pas trop qui étaient les autres membres. Et là, c'est chose faite, bien sûr, je ne vous spoile pas, mais il y a un personnage qu'on connaît, et j'ai adoré la discussion qu'ils ont pu avoir entre deux membres du Coven. J'ai trouvé que c'était cool, parce que avant, il y a la discussion type shonen, en fait, un type Neketsu, où on a les personnages des doyens qui discutent entre eux, qui font leur truc de doyen, genre oui, on pense que cette puissance magique, que tu devrais t'en éloigner, toi qui es le héros de cette histoire, enfin voilà, à coup de grandes quêtes, de grands complots qui se trament. Et là où ça aurait coupé normalement, on aurait pu dire voilà, les Coven se barrent et on suit le héros, et là l'histoire se ralentit un petit peu, enfin s'arrête pour prendre le temps de nous occuper de ces deux membres qui vont discuter tout simplement de leur vie privée par rapport à des faits qui se sont passés dans les tomes précédents, et j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé que c'était très sympa et ça humanise un peu plus les personnages. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et puis l'humour, toujours au rendez-vous, qui est un putain de régal. Il y a vraiment des scènes d'humour, de gags qui m'ont vraiment tué. Je me plaignais qu'il y avait trop d'humour dans les premiers tomes, là je trouve que l'auteur a bien régulé ça. Et il y a vraiment des fois où je m'y attendais pas, c'est-à-dire qu'on était lancé dans l'action, on était vraiment dans l'action, il y a le truc, et d'un coup ça arrive de nulle part, tu te dis ça va être un moment badass, et pas du tout. Et vraiment c'est bien timé, donc j'adore. Donc ce 11e tome de Radiant au final, qui défonce, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça défonce toujours autant cette série. On enchaîne avec une nouveauté de chez Kazé, Hell's Paradise. Gabimaru, le plus puissant des shinobi, a été condamné à mort. Seulement aucun bourreau n'arrive à le tuer. Une exécutrice lui offre alors la possibilité d'être gracié s'il accepte de se rendre sur la terre des dieux afin de ramener l'élixir d'immortalité. Alors que je vous dise qui a réalisé ce manga quand même, c'est Yuji Kaku. Alors en France c'est le premier manga qui est édité, mais il avait déjà réalisé un one-shot, une première série, qui sont respectivement Prison Princess et Phantasma, que je ne connais du coup absolument pas, hein. Seuls ceux qui parlent japonais ou tout simplement les japonais connaissent, et encore ça m'étonnerait que ça soit... qu'il y ait eu de grosses choses autour de ça. Du coup Hell's Paradise, voilà, c'est sa première grosse série à l'auteur. Et je dois avouer que c'est plutôt intriguant. Alors déjà, mention spéciale à Kazé pour son service de presse, je ne l'ai malheureusement pas reçu, mais j'ai vu des photos et vraiment, c'est ce que je kiffe dans la com, c'est vraiment ça, putain, les coffrets presse comme ça, comme il y avait eu pour Promise Neverland, ça je trouve ça terrible. On en est rendu à un niveau où c'est même pas un objet de promotion pratiquement, mais juste un objet de collection. Et ça c'est fort, ça c'est très fort, voilà. Je referme la parenthèse, mais voilà, je voulais parler de Kazé qui fait vraiment un bon taf au niveau de l'édition. La série en elle-même, qu'est-ce qu'elle vaut? Je suis pas mitigé, parce que c'était quand même un très bon tome, mais j'attends de voir. Il y a des choses vraiment intéressantes. Déjà, le héros qui est Gabimaru, j'aime beaucoup le personnage. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à faire avec ce héros, puisque il se détache pas mal de ce qu'on a habituellement dans les Neketsu, où d'habitude on a les... Bon, pour reprendre toujours l'exemple, mais du Naruto-like, avec voilà, le héros un peu bébête, pas forcément très fort au début, qui a un grand rêve, qui veut devenir le meilleur dans un truc. Là, c'est pas du tout le délire, c'est que Gabimaru est déjà le shinobi le plus puissant, personne n'arrive à le buter, alors ça c'est plus ou moins expliqué dans ce premier tome,
et il est blasé. Et finalement, sa seule motivation, ça va être de revoir une personne à qui il tient. Je vous spoil pas trop qui c'est, mais voilà, c'est pas un enjeu de « ouah, je vais gouverner le monde, allez, je vais le sauver ». Pour l'instant, il a juste une mission, il veut sa liberté, il part faire ça, et je trouve que bah c'est vachement, enfin juste le délire d'accepter cette mission pour pas être exécuté en fait, être gracié, ça fait vachement, on est beaucoup plus dans le délire Neketsu je trouve. On est vraiment pas dans le délire du héros, voilà, du héros avec un grand H en fait. Et ça je trouve ça assez intéressant, il y a moyen d'en faire quelque chose. Pareil, la première partie du coup ça met en place, donc bah, c'est un peu lent nécessairement, hein, on va pas reprocher à un premier tome de mettre en place son univers, mais la deuxième partie, on commence à rentrer dans le vif du sujet, justement avec la mission, qui est de récupérer ce fameux élixir dont je vous parlais dans le résumé. Et sur l'île, il a commencé à se passer des choses bizarres, certes, mais ça c'est dans l'histoire, mais la façon dont c'est écrit scénaristiquement, ça m'intrigue. Je dois avouer que ça m'intrigue parce qu'il y a des choses, ne serait-ce que par rapport au chara-design des personnages, à ces personnages il leur arrive des choses, alors que leur chara-design et leur rôle, la façon dont ils sont présentés, laisserait penser que voilà, c'est des personnages principaux qui vont rester, qu'on va suivre longtemps, et la fin du premier volume serait plutôt en train de nous dire, bah en fait non, pas du tout, voilà, ça va être Bagdad en fait, personne n'est à l'abri, et ça j'aime beaucoup, donc cette fin me hype. En plus il y a beaucoup de personnages dans tous les prisonniers qui vont avoir la même mission que Gabimaru, il y a beaucoup de personnages vraiment plutôt cool, qui donnent envie d'être découverts, donc ça commence pas mal. Je suis pas au niveau du coup de cœur sur ce Hell's Paradise, mais franchement la curiosité est là, et je pense que je prendrai facilement le tome 2, voire les autres, parce que il y a moyen de créer une bonne surprise, et il y a moyen que ça soit très intéressant. On passe sur un comics Marvel, et plus particulièrement sur Captain Marvel, la vie de Captain Marvel. Oui, ça fait beaucoup de Marvel. Carol Danvers traverse une phase difficile. De retour auprès de sa famille, elle va découvrir les véritables origines de sa mère. Je vous en avais parlé dans la vidéo critique du film Captain Marvel, j'étais assez mitigé sur le film, du coup j'avais envie de lire du comics Captain Marvel pour voir un peu l'univers que je trouvais absent de ce film justement, voir un peu tout le background, puisque Tony, il y a tout le délire technologique, par exemple Tony Stark, pour Iron Man il y a tout le délire armure, high-tech, Captain America il y a le Shield, les Avengers, Thor, bah Asgard, du coup la mythologie nordique. Et c'est vrai que sur Captain Marvel, il n'y avait pas tellement d'univers. On a l'impression qu'elle était un peu perdue toute seule, sans vraiment de repères. Donc j'avais envie de voir ce que les comics, eux, proposaient. Alors, effectivement, il n'y a pas vraiment d'univers, en tout cas dans ce comics, de la vie de Captain Marvel. J'en ai pas... je pense pas que c'était le comics pour, de toute façon, puisqu'on va vraiment s'intéresser à la double identité, en fait, à Carol Danvers par rapport à ses origines. Et c'était plutôt sympa. J'ai envie de dire. Alors, au scénario, c'est Margaret Stoll, qui est une romancière, et au dessin, c'est Carlos Pacheco et Marguerite Sauvage, qui sont deux bons dessinateurs, qui ont déjà pas mal d'expérience. Et d'ailleurs, les dessins, j'ai vraiment bien aimé les dessins. C'est frais, je trouve, voilà, ça se laisse lire, c'est léger, c'est vraiment très agréable à regarder. Et le scénario est sympa. C'est un one-shot, du coup, c'est pas un volume 1, c'est vous le prenez, c'est un récit qui se suffit à lui-même. C'est impeccable. Le personnage de Carol Danvers est attachant pour une fois, parce que dans Civil War 2, c'est une connasse infinie, c'est incroyable. C'était une grosse déception de Civil War 2, mais elle était imbuvable dans l'event, ce qui est dommage, parce qu'en plus, j'avais justement acheté Civil War 2, et c'était pour moi l'un des principaux intérêts de ce comics, c'était de voir Captain Marvel avant son film. Elle était mise bien en avant et tout, et là, non, c'est pas le cas. C'était pas le cas dans Civil War 2. Ce comic se rattrape pas mal la donne. Si vous voulez lire du Captain Marvel, je vous le conseille, parce que je suis pas forcément fan des formats anthologie, où je trouve que c'est plus un catalogue d'histoires que de vraies histoires, puisque c'est un seul épisode par un seul épisode, et du coup il n'y a pas de grosse continuité. Après le Deluxe, les dessins sont très particuliers, je sais que si vous lisez pas de comics habituellement, ça risque de vous faire bizarre, et après c'est une intégrale, donc c'est sur le tout premier Captain Marvel et c'est très vieux. Donc vraiment de ce que Panini a proposé pour le film, je trouve que c'est pas mal. Même niveau rapport qualité-prix, on est sur une quinzaine d'euros, c'est abordable, ça s'achète, c'est un one-shot, donc c'est bon. Donc voilà, si vous voulez lire du Captain Marvel, je pense que c'est le meilleur compromis. On retourne à du manga chez Kiyun, qui fête d'ailleurs ses 20 ans avec une toute nouvelle série, Magus of the Library. J'adore mon accent. Protéger les livres, c'est protéger le monde.
Chiyo, jeune orphelin passionné par la lecture, rêve de partir pour la capitale des livres. Un rêve sur le point de se réaliser lorsque son village accueille 4 bibliothécaires de la bibliothèque centrale. Ce manga est une véritable déclaration d'amour aux livres et à la culture. Ça a été un véritable régal et je le dis, coup de cœur. Voilà, coup de cœur sur Magus of the Library. J'adore, vraiment ça a été un gros kiff. Bon, voilà, j'ai envie de dire, quand on parle de manga, nécessairement, on est tous en tant que fans, on est plus ou moins attachés aux livres. Donc un manga sur les livres déjà, voilà, il y a forcément quelque chose qui va se passer à un niveau ou à un autre. Et là, j'ai adoré, c'est génial, je trouve que déjà c'est beau. C'est beau, le dessin est très sympa, c'est que je retrouve de Mitsu Izumi, pardon, qui a fait Seven Garden, Seven Garden, je sais plus si ça se prononce comme ça, ou Seveniest Garden, bref, c'est édité en France, mais c'est en pause, il me semble, actuellement, autour du 14 ou 15e volume. Donc là, c'est une toute nouvelle série, d'ailleurs j'en profite, mais Kiyun, je vous kiffe, Kiyun Kizuna, je kiffe cette édition, cette gamme éditoriale est encore sublime, je l'ai dit pour Reine d'Égypte, je l'ai dit pour Isabella Bird, et je le redis pour Magus of the Library, j'adore cette édition. Le seul, allez si, je vais faire chier, mais je trouve un peu abusé d'avoir relié la page du concours pour les 15 ans. Voilà. Mais bon, c'est les 15 ans, j'ai envie de dire on s'en bat les couilles. Voilà, le reste est impeccable. Et puis du coup, j'en reviens à ce que je disais, c'est beau, l'univers est beau, on est sur un délire oriental, mille et une nuits, hein, c'est d'ailleurs comme ça que le manga nous est vendu, et c'est vrai, il y a cette culture orientale, je trouve, que je ne connais pas du tout, hein, donc c'est difficile pour moi d'en parler autrement que par un mec qui découvre ça, mais je trouve ça très beau, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude, et c'est fait avec bienveillance, on sent on nous montre pas ça pour dire, regardez c'est différent, on pointe pas du doigt la différence en fait, c'est fait naturellement, et ça j'aime beaucoup. Le héros, Chiyo, ce gamin, on suit un gamin qui sait à peine lire au moment où le manga commence, et il est attachant. Enfin, on prend plaisir à le suivre, il est pas pleurnichard, c'est souvent le problème en fait, quand on parle d'un héros qui est très jeune comme ça, d'un enfant, c'est que soit ça va être un casse-cou, et auquel cas, bah voilà, il va être un peu insupportable, ça peut arriver, soit à l'inverse, ça peut être un gros pleurnichard, et alors là il est imbuvable. Là je trouve qu'il y a quelque chose de très humain dans ce petit garçon, et il soulève plein de thèmes, et l'histoire même soulève plein de thèmes qui je sens vont être un régal. Moi c'est des trucs qui me parlent, donc j'adore. C'est l'accès à la culture, c'est l'importance de la lecture, l'importance de prendre soin des livres, tout ça, ce que représente le livre, l'écriture, comment dire, en tant que fait historique en fait, ce que ça a représenté l'invention du livre dans l'histoire de l'humanité, et il y a d'ailleurs aussi plein de choses, il y a plein de petits faits, de faits réels en fait, qui viennent, comment réparer un livre par exemple, ou comment à l'époque on réparait un livre, qu'est-ce qui a permis le livre, quand a été inventé tel type de livre, j'adore ça, voilà, ça je kiffe, quand en plus on peut apprendre plein de petits trucs comme ça, moi c'est un régal. Et comme je dis, tous ces thèmes, rien que l'accès à la culture, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Et le fait que l'histoire a l'air de vraiment s'en préoccuper, c'est cool. Je sens que ça va beaucoup me plaire. Je sens que ça va beaucoup me plaire, cette série. Et puis, on part quand même sur un délire fantasy, un petit peu. Au début, on n'y est pas trop. C'est genre, voilà, c'est dans un petit village, il y a des livres. Et d'un coup, on nous parle d'énergie magique. Mais pas dans le what the fuck, dans genre, ouais, trop bien, trop de puissance, j'invoque mes bouquins et tout. Non. C'est très beau, c'est encore une fois, c'est voilà, les bibliothécaires qui arrivent, qui sont des spécialistes, elles vont exorciser entre guillemets le bouquin, qui libère son énergie, elles vont le canaliser, le réparer pour éviter qu'il crée un drame. C'est beau. Voilà, je sens qu'il y a des choses à raconter dans cette histoire. Regardez cette cover. Regardez-moi cette cover. J'adore. Donc voilà, Magus of the Library, je le dis, c'est mon coup de cœur et j'en reparlerai très certainement dans cette émission. La suite avec Quand la neige m'appelle des éditions Château Château. Quand la neige m'appelle est l'adaptation moderne de la célèbre légende japonaise de la Femme des Neiges. Je dois avouer que ça déstabilise pas mal. Et j'ai lu la préface de l'auteur qui a mis une note, et effectivement lui-même, dans ce conte, en fait, c'est juste qu'il y est très attaché, mais il le dit justement que le conte est lui-même très déstabilisant. Qu'il a pas... Comment dire, il sait pas vraiment s'il y avait vraiment un but à l'histoire qu'il a écrit dans Quand la neige m'appelle. Et c'est vrai que c'est très déstabilisant. C'est pas du tout un récit comme on peut avoir l'habitude de lire en manga avec un schéma bien précis. Là, c'était très déstabilisant en fait quand je l'ai lu la première fois. J'ai fermé, j'ai fait mais c'est la fin.
Ok, d'accord. Et j'étais assez perplexe, et c'est vrai que ça change. Et après, en même temps, je l'ai refeuilleté du coup pour préparer l'émission, et c'est beau. Je trouve que c'est très... ça change, il y a vraiment quelque chose d'onirique, voilà. Je sais pas pour faire branleur à sortir des mots, mais on est clairement sur un délire poésie, beauté plus contemplatif que de raconter vraiment une histoire, on va dire. Et c'est bien retransmis d'ailleurs par les dessins qui sont, je crois, une espèce d'aquarelle, il me semble. Très beau. Là, pareil, au début, j'étais un peu sceptique sur le début parce que je trouvais, notamment au niveau des yeux, je trouvais les yeux assez peu expressifs. J'avais l'impression que c'était juste des points de couleur, enfin d'encre du coup, puisque c'est en noir et blanc. Et finalement, ça passe et on se laisse... je suis rentré vraiment très facilement et je suis pas forcément fan de ce genre de récit contemplatif. Des fois, je sais que ça peut rapidement me barber. Voilà, voilà, c'est tout. Et puis finalement, quand j'ai pris le bouquin, je l'ai lu et ça se lit très vite. Il y a des pages où il n'y a pas de texte. C'est juste, voilà, on prend plaisir à regarder. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait, mais je vous le conseille pour le coup, parce que déjà c'est un one shot, donc voilà, il n'y a pas besoin de faire de série, et ça change tellement que c'est rafraîchissant et ça permet de voir autre chose. Et au final, je suis content de l'avoir lu parce que je me dis, voilà, je me dis, il y a peut-être d'autres... peut-être que ça va m'amener à lire plus d'histoires de ce type qui se détachent vraiment de ce qu'on peut trouver traditionnellement dans les histoires, que ce soit en manga ou même en comics finalement. Et puis, il faut qu'on en parle, Black Clover, tome 17. Alors au début, je ne savais pas si j'allais parler de Black Clover puisqu'on est déjà au tome 17 et je vais essayer de faire en sorte de pas trop parler de séries qui arrivent trop loin parce que le problème c'est qu'après, à part en spoilant, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est sur l'histoire en elle-même. Et voilà, ça sert à rien de parler de chaque tome à chaque fois, comme pour Seven Deadly Sins, j'en reparlerai mais pour l'instant j'attends que ça avance un peu. Bref, ce tome 17, j'ai quand même décidé d'en parler à cause du 16, qui s'était quand même fini. J'avais bien aimé le tome 16, du coup, parce que je trouvais qu'au tome 15, je sais plus si c'était au tome 14 ou 15, mais je m'étais un peu fait chier. Et là, le tome 16 redistribue un peu les cartes et ça permettait d'annoncer quelque chose de nouveau. Là, malheureusement, ça retombe un peu à plat. On retourne sur quelque chose de finalement assez classique, on va dire, en termes de manga, en termes de shonen. On revient un peu avec les gentils, les méchants, les combats, boum boum, tac, on bat, on se fait battre, on passe à la suite. Ça redevient assez classique, mais pas mauvais pour autant, attention, c'est plaisant à suivre. Après, on voit clairement que c'est un prétexte, je trouve, pour redistribuer, en fait, pour remettre de l'enjeu. Puisque rendu au niveau où ils étaient, quasiment tous les membres de l'œil maléfique du crépuscule étaient vaincus, il restait plus que Licht. Et le problème, c'est que l'organisation savait pas trop où ça allait, on utilisait des trucs. Donc là, ce qu'ils ont fait, il y a eu ce rituel, ils ont fait revivre les elfes, donc ça y est. Ce qui me rappelle un peu, trop, je ne sais pas, mais ce qui me rappelle un peu le délire avec Kaguya dans Naruto, donc je sais pas du tout si c'est une bonne chose. On est qu'au tome 17, donc c'était peut-être prévu depuis le début, mais je sais pas trop où ils vont. D'ailleurs, Lorque Magenta, on n'a toujours pas revu l'ancien capitaine, donc à voir si ça va être ramené dans cet arc. En tout cas, voilà, sceptique parce que finalement c'est un moyen de remettre des enjeux en transformant des gentils en méchants, donc de faire en sorte que les gentils, voilà, que les héros se retrouvent en infériorité numérique et en infériorité tout court, puisque les elfes ont beaucoup plus de pouvoir, ils ont beaucoup plus de mana, et puis ça va permettre d'opposer les protagonistes entre eux, entre membres de compagnie, voilà, avec par exemple Luc Voltia, qui est le cliffhanger de ce volume, puisque lui est basculé, est possédé par un elfe, donc va y avoir un combat contre Magna. Voilà, ça permet de faire ce genre de combat autrement que dans un tournoi où il n'y a pas énormément d'enjeux. Ça sent les grosses ficelles de Neketsu. Donc c'est vrai que Black Clover, j'attends de voir, mais malheureusement certains m'avaient un peu dit ce que ça allait devenir, et c'est vrai que je suis un peu mitigé sur Black Clover petit à petit, là où je trouvais que j'adorais le départ avec tout l'univers qui nous mettait, tous les capitaines de compagnie, et là on est quand même sur du ultra classique, je dirais même basique. L'histoire avec Yuno est pas mal en revanche. Je m'attendais à ce qu'il fasse le coup de « Oh, Yuno est méchant !» à affrontement des rivaux, donc j'attends de voir ce que ça va donner par la suite, parce que je sens que c'est le début, mais que ce n'est que le début, mais voilà, j'attends de voir. En tout cas, on verra, mais je pense pas reparler du 18 en fonction de ce qui arrivera, parce que je pense que désormais, faut attendre que l'histoire avance un peu pour Black Clover. Et oui, il est là, le 4e tome de Green Lantern Rebirth. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, ce 4e volume. Je l'ai acheté à Angoulême, puis je l'ai laissé sur ma pile juste à côté de mon pieu, et voilà, j'ai attendu, j'ai laissé monter l'envie, puis finalement je l'ai dévoré ce mois-ci.
Et je dois dire que Green Lantern Rebirth, quoi, je kiffe toujours autant. Alors, on est toujours sur la même équipe créative, hein, comme d'habitude. J'adore toujours autant les dessins de Rafa Sandoval. Même si je trouve que les deux dessinateurs attitrés, du coup c'est Sandoval et Ethan Van Sciver, si je ne dis pas de bêtises, qui ont un dessin beaucoup trop différent. Et c'est problématique qu'un épisode à l'autre on change, c'est chiant. Clairement c'est chiant. Il y en a un qui a un dessin vraiment plus réaliste alors que l'autre est plus dans le délire un peu pop, un peu... c'est pas des mots techniques, hein. Qu'on se le dise, c'est pas des mots techniques, mais un peu plus coloré, pop, voilà, qui pète un peu plus cartoon, voilà, on va dire cartoon. Donc c'est vrai que les deux styles de dessin sont trop différents, je trouve, donc le duo est pas forcément top, mais les deux dessinateurs sont bons. Encore une fois, je surkiffe Rafa Sandoval. Alors par contre, je suis un peu déçu de la première partie de ce volume 4, qui traite en fait de l'alliance avec le Sinestro Corp et le Green Lantern Corp, et c'est parti en couille, mais à une vitesse. C'était là, j'étais en train de lire, et c'était cool, parce que ça permettait d'avoir un renouveau avec Soranik Natu à la tête du corps des Yellow Lantern. Et là, d'un coup, avec une histoire avec Kyle Rayner, ça s'est barré en couille, la meuf a pété un câble, elle est partie pour reprendre l'héritage de Sinestro, et ils se sont barrés du Green Lantern Corp. J'ai fait, what? Du coup, je trouve que ce qui s'est passé du coup dans les premiers volumes sert pas à grand chose, c'est dommage. Je trouve que cette alliance aurait mérité plus, et la seule conclusion à ça, c'est Soranik Natu va perpétuer l'héritage de Sinestro, donc les Yellow Lantern, c'est encore des méchants. Et je vous spoil, mais j'en ai rien à foutre, parce que, est-ce que c'est vraiment un spoil? Sinestro est pas mort. Sans blague, Sinestro est pas mort. En même temps, il est dans notre justice dont on va parler après. Je suis en train d'y penser en faisant la vidéo, mais je me rends compte que d'une certaine manière c'était logique. C'est vrai qu'il y a un petit décalage, je pense, au niveau de la continuité entre certaines séries et les plus gros, la trame principale, on va dire, de Justice League, dont je vais vous parler juste après. Après, le tome est cool, et il y a la deuxième partie avec Orion des Néo-Dieux, qui est plutôt cool aussi. Franchement, j'ai kiffé. Design, Rafa Sandoval en plus, c'était pas mal sur ces épisodes-là. Petit kiff. J'adore, et je regarde, et oui, voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais sur ce comics, Green Lantern Rebirth, voilà, que je kiffe. Maintenant, j'attends l'annonce d'Urban pour les dates, pour les volumes 6 et 7 de l'intégrale de Jeff Jones présente, qui seront les comics du Rebirth, qui ont été, pas du Rebirth, de Renaissance, voilà, du New 52, et je vous en parlerai sûrement parce que Green Lantern, voilà. Et du coup, on passe à Note Justice. Le mur de la source est tombé. Brainiac réunit alors les plus grands héros de la Terre, mais aussi les plus grands criminels afin d'affronter les Titans Oméga, 4 entités cosmiques maîtres des énergies de l'univers. Note Justice est un one-shot qui s'inscrit dans la série Justice League, puisque le Rebirth vient de se terminer, enfin la série Justice League Rebirth vient de se terminer avec le 6ème volume, et aujourd'hui d'ailleurs, je vous en reparlerai sûrement dans l'émission prochaine, donc celle d'avril. La série New Justice recommence, enfin la série de New Justice commence, c'est la nouvelle série de Justice League, et c'est la même composition de base que celle du dessin animé de l'univers de Bruce Timm. Voilà, je sens que ça va être un putain de délire. Au scénario de ce Note Justice, on a Scott Snyder notamment, alors ils sont pleins, pareil au niveau des dessinateurs, parce qu'il y a plein de... Je crois qu'il y a les scénarios, enfin il y a les équipes créatives du coup de Justice League... J'ai perdu le nom de Suicide Squad, voilà, et des Teen Titans, parce que les équipes vont se retrouver plus ou moins mélangées. C'est plutôt cool, d'ailleurs, gros kiff sur le premier épisode dessiné par George Jiménez, qui est incroyable, j'ai vraiment gros coup de cœur aussi sur ce dessin. On est pareil sur un style un peu cartoony, j'ai vraiment... j'ai une préférence pour ces styles de dessin que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas pourquoi, il y a souvent la couleur, le style de dessin, les mouvements... que je trouve vraiment dynamique, vraiment chouette à regarder. Et puis, pour la série en elle-même, enfin pour l'histoire en elle-même, puisque c'est un one-shot, bien sympa, c'est la suite de Batman Metal, qui est l'event en 3 volumes, qui se passait avec le Batman qui rit, dont on a fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne. Si vous voulez découvrir un peu les bails de cette histoire, je vous invite à la voir. Et Urban, voilà. Urban, je le répète, peut-être que vous allez dire que je suis Urban, mais je suis désolé, mais Urban fait un putain de travail éditorial. Les mecs, sur leur Note Justice, il y a un bandeau pour marquer « Suite de Batman Metal ». Voilà, il y a un effort pour rendre la continuité simple et abordable, alors que tout le monde s'accorde à dire dans les clichés que voilà, les comics c'est compliqué, on sait pas trop où on prend. Non,
C'est compliqué parce que certains éditeurs les ont rendus compliqués, je ne citerai personne, n'est-ce pas les éditeurs de Marvel? Mais Urban fait un putain de taf pour rendre ça crédible. À chaque fois, il y a une intro, il y a des choses pour savoir où on en est. Et maintenant, sachant qu'Urban a déjà les droits depuis plus de 6-7 ans, ils ont quasiment réédité tous les gros events d'ici, donc il n'y a qu'à prendre la suite. Il n'y a qu'à prendre la suite. Alors là, il n'y a pas la frise, mais vous avez un résumé à la place, avec voilà, voilà, ça permet de tout comprendre. Et même si vous n'avez pas lu la Justice League Rebirth, je n'ai pas lu la Justice League Rebirth, et bah ça passe. L'histoire se suffit quand même à elle-même. Tout ce qu'il faut savoir de Batman Metal, c'est que le mur de la source est tombé. Qu'est-ce qu'est le mur de la source? C'est la frontière du multiverse, voilà, c'est grosso modo, dites-vous ça. Et c'est tout. Et après, ce que j'ai trouvé vraiment trop cool, c'est les équipes. C'est des équipes qui mélangent méchants et gentils, avec des trucs complètement genre... Il y a Batman avec Lobo, il y a Changelin avec je sais plus qui, enfin... Je trouve ça trop cool, ça permet de faire des équipes vraiment hétéroclites, des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, qui interagissent. Moi je vous le conseille, pareil, ça vaut une quinzaine d'euros, ça se lit tout seul. Et je peux vous dire que New Justice, je l'attends de pied ferme. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant attendu un comics. Je sens que, j'espère surtout, que ça va être un pur régal. On passe à Dirty Cosmos volume 3 du chef Otaku et de Jigito. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais voilà, j'avais pas revu Jigito depuis et j'ai souhaité lui prendre, et voilà. Regardez ce qu'a fait Jigito. Putain de dédicace. Un gros merci à toi, Jigito. C'était trop cool que on s'est vu à la Japan Tour, du coup. Japan Tour. Voilà, j'adore. Du coup, ce troisième volume de Dirty Cosmos, qui prend la suite des deux premiers, j'ai envie de dire, ça me paraît évident, mais un peu court. Voilà, un peu court. C'est pour chipoter, mais l'histoire est vraiment cool. Je trouve qu'on ressent vraiment le délire du chef. Je regarde beaucoup les vidéos du chef. L'histoire est vraiment à l'image de ce qu'il propose dans ses vidéos. Je trouve c'est bourrin, c'est décomplexé, c'est vraiment super cool à suivre. Mais c'était trop court cet épisode, parce qu'en fait dans ce troisième volume, il y a trois séries, enfin trois histoires. Il y a la suite de Dirty Cosmos au départ, que vous voyez là, et il y a également la première version de Dirty Cosmos dessinée par le chef, l'histoire était vraiment cool aussi. J'ai vraiment bien kiffé, j'aurais aimé en voir plus de cette première version de Dirty Cosmos, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis, et je trouve les deux versions vraiment intéressantes. Et puis, il y a les premières pages de Mary Kim Pride, le manga de Jigito. Et ça, je dois avouer que... Ah, si je peux, je vous en reparlerai en vidéo. Ah, je sens que je vous en reparlerai en vidéo parce que ça a l'air de tuer. Vraiment, ça a l'air de tuer. Je suis impatient de voir ça. Parce que j'adore le style de Jigito, tout simplement. Et puis que l'histoire a l'air d'être vraiment cool, vraiment fun. Je sais pas précisément quand est-ce que ça sort, mais il me semble que ça ne doit pas tarder au moment où je fais cette vidéo. Donc... Voilà, il y a de fortes chances que je vous parle de Mary Kim Pride. Pour Dirty Cosmos, je vous invite à lire Dirty Cosmos. Parce que c'est chouette, parce que c'est bourrin, parce que c'est fun. Voilà, est-ce qu'il y a forcément besoin d'une meilleure raison que c'est fun et c'est cool à lire? Et enfin, on termine par le bouquin et tout le monde s'en fout. Là aussi, retour de la Japan Tour. Voilà, hop. Tout dédicacé par l'équipe, puisque c'est une chaîne YouTube, du coup, qui parle d'écologie, qui parle de plein de thèmes. Je les ai notés parce que c'est pas possible de tous les dire. Et en fait, ce carnet, il reprend tous les thèmes. Vous voyez, c'est comme si en fait c'était un carnet de notes. Voilà, c'est très sympa. Qui aborde plein de thèmes. Écologie, politique, éducation, développement personnel, sexualité, économie. Et en plus, tout ça est abordé de façon très simple. Ça permet tout simplement de découvrir tous ces thèmes et de se familiariser avec. Bien entendu, ça ne rentre pas dans le détail, mais ça donne suffisamment d'informations pour se faire une idée et donner envie d'en découvrir plus. Parce que, je sais pas vous, mais par exemple, l'écologie, c'est le moment de s'en préoccuper en fait. Il y a plus de... On est écolo, on n'est pas écolo, c'est juste que par rapport à la planète, tout ce qui se passe actuellement, il faut comprendre ce qui se passe, et ce bouquin, je trouve, permet de vraiment bien comprendre des choses qui paraissent évidentes, qu'on a peut-être des fois sous le bout du nez, mais qu'on ne voit pas, tellement on fait l'inverse, ou tellement on ne s'en occupe pas dans notre vie quotidienne, alors qu'on le devrait. Et je trouve ça, déjà c'est accessible, c'est très très drôle, vraiment je me suis tapé des bonnes barres, je l'ai quasiment lu dans le train en rentrant justement de la Japan Tour, et voilà, je rigolais tout seul comme un con dans le train. Il y a vraiment des trucs bien marrants, parce que
le personnage du coup qui présente l'émission nous prend à partie, insulte un peu, mais de façon à faire réagir en fait. Et là c'est pareil, j'aime beaucoup. Voilà, c'est bien en plus mon style d'humour. L'émission après est incroyable, allez voir et tout le monde s'en fout. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu leur conférence à la Japan Tour qui était aussi très intéressante. Mais voilà, alors le livre, si vous connaissez vraiment les vidéos, le livre reprend pas mal de leurs vidéos. Je me souviens pas de tout évidemment, mais dans les vidéos les plus récentes, du coup, je me souvenais que certains thèmes avaient déjà été dits. C'est un bon complément. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, ça permet ça permet de découvrir. Et moi-même, ayant vu certains épisodes 2-3 fois, le bouquin m'a pas paru non plus un gros Reddit, parce qu'il y a tellement de choses dedans que voilà, il y a forcément quelque chose qui vous sera utile là-dedans. Voilà, c'est tout pour cette émission. Alors au final, pas mal de bonnes choses. Je retiens surtout Magas of the Library, toujours ce formidable accent qui est vraiment du coup le coup de cœur de cette émission. Pour le reste, pas mal de bonnes choses. Note Justice, pas mal également, mais je vais surtout attendre New Justice pour vous donner un véritable avis et vraiment me lancer et parler de coup de cœur, je pense. J'espère que ce sera un coup de cœur, ce volume de New Justice. Et puis Radiant, Hell's Paradise, très bon encore. Pareil, Green Lantern Rebirth, Quand la neige m'appelle, très bonne surprise. Et Dirty Cosmos également, toujours un régal. Et par contre, petite baisse d'intérêt pour Black Clover, à voir comment ça évoluera sur les prochains tomes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur les comics, mangas et même autres livres que j'ai pu présenter dans l'émission. N'hésitez pas non plus à me conseiller des bouquins dont vous aimeriez que je parle par exemple. Et puis nous sur ce, on se retrouve très bientôt. Salut à tous!